Bonjour Moussa Changari. Bonjour, Tu vis à Niamey et tu es secrétaire général d'Alternative Espace Citoyen. Comment tout à vas-tu? fait. Oui, je vais bien, alhamdulillah, ça va. Comment se porte ta famille et les camarades? Bon, la famille, ça va, tout le monde va bien, les camarades aussi, ça va. Bon, tu leur transmets mon bonjour. Ok, Inch'Allah. Tu viens d'être libéré après avoir été jeté en prison pendant plus d'un mois à plus de 100 kilomètres de Niamey, ce qui a Mhm, rendu les visites de ta famille mhm, et de ton avocat difficiles. tout Mais à tu as fait. été le seul à subir une peine de prison, mais tu n'as pas été, pardon, tu n'as pas été le seul à subir une peine de Oui. prison sans aucun jugement. Vous étiez au Mhm, moins 100. Peux-tu mhm. nous rappeler le contexte de votre arrestation et les raisons pour lesquelles certains ont été libérés, d'autres sont toujours privés de liberté? Ok. Bon, le contexte, c'est d'abord, bon, nous avons, au niveau de la société civile, décidé de faire une manifestation. Euh, donc, on a fait toute la procédure qu'il faut faire, déclaration à la mairie, etc. Et jusqu'à la veille pratiquement de la manif, nous n'avons reçu aucune notification des autorités comme quoi la manifestation ne pouvait pas avoir lieu pour X raisons. Puis un jour, on était presque à la veille, on entend un communiqué du Conseil des ministres qui dit que pour des raisons liées à la pandémie du coronavirus, qu'on ne peut pas, que toutes les manifestations, tous les rassemblements de plus de 1000 personnes sont interdits. Tous les rassemblements. Ils ont annoncé une série de mesures, dont l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes. Bon, le maire a sorti un communiqué également pour relayer un peu la décision du Conseil des ministres. Donc, il n'y a pas proclamation d'état d'urgence, il n'y avait pas un arrêté d'interdiction parce que la loi prévoit que normalement, quand on interdit une manifestation, on fait un arrêté qui est notifié aux organisateurs pour leur dire votre manifestation ne peut pas avoir lieu pour telle raison. Il faut donner des motifs valables et il faut le faire 72 heures après le dépôt de la déclaration. Donc, 72 heures après le dépôt de la déclaration de manifestation, il n'y avait pas d'arrêté. On était donc à 2 jours de la manif, c'est en ce moment qu'on sort un communiqué et nous, nous avons décidé de tenir cette manifestation parce qu'elle n'était pas interdite en fait pour nous. Puisque le communiqué dit toute manifestation de plus de 1000 personnes. A priori, on ne sait pas s'il y aura 1000 personnes ou moins ou plus ou 1 million de fois plus, on ne sait pas. Et on souhaite naturellement qu'il y ait plus de 1000 personnes. Et donc après, on a été interpellés, donc la police nous a interpellés. Nous, on était sur les lieux, on ne pouvait pas avoir accès parce que la police était déployée de façon voilà, très, très forte, etc. Nous avons juste tenu un point de presse à côté du lieu. Donc, on est parti. Mais il y a eu par la suite des affrontements dans certains endroits. Et des endroits un peu loin du lieu principal de la manif. Et donc, après, il y a eu mort d'homme, incendie, il y a eu mort d'homme, il y a eu des dégâts. Et on nous interpelle à la police pour nous dire, bon, vous avez organisé une manifestation interdite et vous êtes complice de tout ce qui a pu se passer ce jour-là. Donc voilà comment on a été arrêté. Maintenant, bon, après quelques jours, moi j'ai été libéré avec 2 autres, mais malheureusement, il y a 3 autres qui ont été gardés. C'est totalement illogique, ça n'a pas de sens. Mhm. Et je pense que la seule explication qu'on peut donner, c'est que bon, quelqu'un, quelque part, qui a un certain pouvoir, en veut principalement à ceux qui sont restés. Ce sont des Parce membres que, de, ce sont des membres voilà. de Tournons la page? Oui, ce sont des membres de Tournons la page qui ont été gardés. Et donc, parce que, en fait, vous savez, nous 6, on était 6. L'un, c'est le président du syndicat de commerçants. Donc, dans une certaine mesure, il n'a rien à voir avec la manif. Lui, son tort a été, quand il y a eu la manif il y a eu la tentative de manif et que donc la police était intervenue dans la zone du grand marché, il y a eu donc, c'est la police qui a provoqué en fait l'incendie, selon plusieurs témoignages. Et lui,
Il a protesté contre l'action de la police en disant que bon, ben, les syndicats de commerçants vont fermer le marché et tout pour protester contre cette brutalité policière qui a engendré des dégâts pour les commerçants et mordants. Donc lui, il est un peu à part, n'est-ce pas? Il n'est pas partie prenante de la manif en tant que. Les autres, on est finalement donc 5. Il y a 3 personnes qui ont signé la déclaration de manif. Donc, qui ont fait la déclaration, c'est TLP qui a déposé en notre nom à nous tous, en fait, toutes les organisations. Donc, on a une organisation qui fait la déclaration. Alors, ceux qui ont fait la déclaration, parmi eux, il y a une personne qui n'a même pas été, après la garde à vue, qui a été libérée. Et donc, les autres sont restés. Maintenant, nous, il y a un des responsables d'un syndicat, le syndicat des enseignants de base, SINASEP, lui n'est pas signataire de la déclaration, comme moi d'ailleurs. Mais en décidant, on garde donc 2 personnes parmi les signataires, une personne qui n'est pas signataire, qui en fait, bon, on ne peut pas dire qu'il n'a rien à voir avec la manif, mais en tout cas, il n'est pas signataire de la déclaration. Et puis de l'autre côté, moi, on me libère avec le commerçant, dont le dossier est un peu différent, puis un des signataires de la manif, le plus jeune parmi eux. Et donc, on libère en quelque sorte le plus âgé parmi ceux qui sont les organisateurs de la manif, plus le moins âgé. On garde les autres. Je pense qu'il y a un peu, si vous voulez, des considérations totalement subjectives. Et selon toute vraisemblance, je pense que les gens ont essayé de faire l'amalgame entre des problèmes, peut-être entre des personnes et tout ça. Ou alors le pouvoir a voulu montrer que, bon, dans tous les cas, ils peuvent garder qui ils veulent et libérer qui ils veulent. Maintenant, vous avez une centaine d'autres personnes avec une qui ont été arrêtées pendant que nous étions déjà en prison. Ce sont des gens qui ont fait des manifestations pour protester contre l'instauration du couvre-feu et d'autres mesures. Avec une justice avec cette histoire de Covid et tout ça. Donc, des gens ont réagi à des mesures qui ont des conséquences sur leur vie. En particulier, ce sont des jeunes qui trouvent que, bon, en fait, le couvre-feu nocturne les pénalise. Ils ont fait cette manif. Eux, ils ont été arrêtés. Ils sont plus d'une centaine. Et on les a placés où? À la prison de haute sécurité de Koutoukale. Donc, moi, j'ai déjà été dans cette prison en 2005. On était un certain nombre à être arrêtés. On m'a amené là-bas parce qu'effectivement, pendant l'instruction, j'avais eu des altercations avec le juge. Et donc, le juge, mécontent de ce que j'ai pu lui dire, il m'a amené là-bas et il a amené d'autres. Mais on ne peut pas amener des gens, des prévenus dans une affaire comme ça, à la prison de haute sécurité, là où on est censé mettre des gens qui représentent une menace pour la société, ou alors des gens dont la détention, si elle n'est pas dans certaines conditions rigoureuses, pourrait peut-être s'échapper. Ça, c'est des pauvres jeunes gens. On les prend, on les jette là-bas. Évidemment, tous ceux qui ont suivi l'épisode de notre arrestation, tout ce qui est arrivé, vont constater qu'en fait, il n'y a même pas de logique, en fait. Donc, en fait, ce que le pouvoir veut montrer, on arrête qui on veut, on libère qui on veut, on le met dans la prison qu'on veut, etc. Donc, ça montre, c'est qu'on ne respecte aucune règle. Ces gens ont demandé liberté provisoire, on devrait pouvoir leur accorder. Et d'ailleurs, on n'avait pas besoin, normalement, de demander une liberté provisoire. Le juge pouvait faire main levée du mandat. Étant donné que, en fait, il n'y avait aucun élément qui montrait que, bon, nous, on était en faute. Il n'y a pas eu d'interdiction de manifestation. Donc, le premier chef d'inculpation, c'est organisation d'une manifestation interdite dans les conditions fixées par la loi. Il n'y a pas cette interdiction dans les conditions fixées par la loi. Alors, on dit nous sommes complices, n'est-ce pas, d'actes involontaires. Bon, quand même, pour être complice, il aurait fallu que l'acte soit volontaire d'abord. Là, on détient des gens pour complicité par rapport à quelque chose. On dit, bon, déjà, on dit, il n'y a pas l'intention. Il n'y a pas d'intention. On dit, c'est non intentionnel. Mais donc, on garde quand même des gens en prison.
Bon, moi, pour moi, c'est que ça montre que la justice est vraiment au pas et que, bon, donc, le gouvernement peut dicter à la justice. En principe, on pouvait être interpellé, peut-être pour être entendu, mais on ne devrait même pas passer les 4 jours de garde à vue que nous avons passés à la police judiciaire, à plus forte raison, un séjour en prison, et puis continuer encore à détenir des gens. Ça montre qu'il y a un véritable problème de notre justice au Niger. Dis-moi, la prochaine étape de cela, est-ce que vous avez un rendez-vous pour être présenté devant le juge? Tu es en liberté provisoire? Ben, tu sais, j'étais déjà en liberté provisoire depuis 2015. Depuis Ben, 2015 et depuis 2017 aussi? 2015, j'avais été arrêté pour complicité avec Boko Haram, n'est-ce pas? Après, ça a été changé pour dire, bon, en fait, je démoralise l'armée, etc. Mais tu as Et été on m'a laissé aussi, en liberté. J'étais inculpé, oui, laissé en Moussa, liberté. tu as été Oui. aussi en prison en 2016 ou 2017? Ben, en tout cas, oui, 2018. 2018, 2018. voilà. Bon, Oui, la population 2018. s'était Là, mobilisée. on a fait 4 mois en prison, on C'est est ça. allé à un procès, on est allé en appel, on a gagné. Il y a normalement une jurisprudence, n'est-ce pas, qui est issue de notre détention en 2018, qui devrait s'appliquer dans le cas déjà dans le cas présent. Mais ça n'a pas été fait. Parce que, bon, en 2018, nous, on a fait 4 mois, d'autres ont fait 6 mois. Certains ont fait 1 année presque de prison. Donc, on procède selon les cas. C'est-à-dire que les gens les plus connus, on peut les libérer plus tôt. Les gens les moins connus, et donc qui sont susceptibles, et qui sont moins susceptibles d'avoir des soutiens à l'extérieur, on peut les garder plus longtemps. Donc, ça explique aussi un peu ça. Donc, encore, bon, on libère les gens peut-être les plus connus internationalement, n'est-ce pas, qui peuvent avoir des soutiens, et d'autres qui sont moins connus, moins célèbres peut-être, je ne sais pas. Ouais, on peut les garder. Donc, en fait, vous voyez un peu toute la logique. Donc, pour le moment, quelle est la prochaine étape? Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Je pense que la prochaine étape, ça devrait être logiquement de libérer les pauvres qui sont là en train de croupir en prison pour rien. Parce que n'importe quel juge vraiment qui rend sa décision sur la base de textes ne peut que les libérer. Donc, on va les libérer. Et puis, le temps qu'ils ont passé, ça devient comme un temps de châtiment qu'ils ont passé, n'est-ce pas? Et puis, c'est tout. Puisqu'il n'y a pas d'indemnisation, on peut vous détenir de façon arbitraire pendant 2 mois. À la fin, on vous relaxe. Mais bon, vous rentrez chez vous. Et puis, la vie continue. Ce que vous avez subi, ce que votre famille a subi, etc., c'est passé à perte et profit. C'est un peu ça la justice au Niger, finalement. Dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Hein. Dis-moi, Voilà, bon. j'ai juste oublié aussi de signaler, quand je t'ai rapidement présenté, que tu es aussi membre du bureau de la Fondation Frantz Fanon. Absolument. Tout à fait. Qui est important, important de dire. Important à souligner. Ouais, donc, le Niger vit sous l'état d'urgence depuis la fin du mois de mars, auquel s'est ajouté un couvre-feu dont tu as parlé et qui vient, j'ai entendu cela sur RFI, ça a été levé ce matin. Quelle a été la réaction des Nigériens à l'imposition du couvre-feu et quelle a été ensuite leur réaction au moment de la levée de ce couvre-feu? Les réactions au moment du couvre-feu, ce sont les manifestations, vraiment, on pourrait dire, assez violentes qu'il y a eu, notamment à Niamey, le soir, pendant plusieurs soirées, plusieurs nuits, il y a eu des manifestations de jeunes, des manifestations presque spontanées. Donc, des jeunes qui en ont marre, qui trouvent que, bon, on veut les confiner, etc. Et donc, ils sont sortis, qui ont manifesté. C'était des manifestations assez violentes et qui ont fait peur, à mon avis, au pouvoir. C'est pour ça qu'on on a ramassé une centaine, on les a jetés à la prison de haute sécurité, etc. Bon, donc, il y a eu beaucoup de mécontentement parce que les gens, en fait, ont du mal à comprendre tout ça. Là. Et puis, bon, on fait couvre-feu le soir. La journée, donc, les gens peuvent circuler. On a interdit les rassemblements, mais les marchés sont ouverts. Les lieux de culte, les mosquées, les églises, etc., sont fermés. En tout cas, on a donné l'ordre. Bon, mais ça n'a pas beaucoup marché.
il y a eu une certaine défiance aussi des citoyens dans les faits, puisque bon, en fait, je pense que partout là où le pouvoir n'a pas la possibilité d'avoir un certain contrôle, les gens ont continué à se rassembler, y compris dans les mosquées, les églises, dans certains endroits, les gens ont fait. Et donc, voilà, donc les gens étaient, il y a eu une certaine défiance. Il y a eu des manifs, les gens étaient mécontents parce que ça a des conséquences sur leur vie. Maintenant que c'est levé, évidemment, les gens se réjouissent, se félicitent que finalement, ces mesures-là commencent à être levées. Bon, euh, de façon générale, les gens sont contents. Et les gens se disent, bon, aussi en même temps, on a pris ces mesures lorsque, après qu'elles aient été prises dans des pays comme la France, etc. On déconfine en France, on déconfine aussi ici. Ah Et oui. donc, les gens ont aussi le sentiment qu'on est dans une sorte de mimétisme vis-à-vis des pays occidentaux. C'est-à-dire que si en France, on confine, on confine. Si on déconfine, on déconfine. Je ne sais pas si on fait ceci, probablement on va. Donc, les gens pensent aussi que, en fait, nos gouvernements ne sont même plus, en fait, autonomes. Ce n'est pas eux qui prennent les décisions. Ils sont en train de suivre un agenda qui n'est pas le leur, qui est un agenda international, etc. Donc ça rajoute encore, ça amène toutes sortes d'idées et les gens s'interrogent vraiment. Voilà. Considères-tu que les mesures prises par le gouvernement pour gérer cette crise sanitaire ont été suffisantes ou est-ce qu'elles auraient, de ton point de vue, dû être gérées différemment? Ah, c'est sûr qu'on ne pouvait faire différemment. D'abord, je pense qu'on devait faire un travail d'explication. Un travail d'explication, montrer aux Nigériens que, en fait, bon, voilà, il y a quelque chose, il y a une menace qui arrive et que, bon, le gouvernement veut faire ceci, faire des concertations avec différents groupes pour en parler, etc. Et de manière concertée, etc., prendre des mesures. Bon, parce que vous savez, si le gouvernement prend les mesures de cette façon, je vous dis que ça a été annoncé à l'occasion d'un conseil des ministres, au moment où déjà se préparait à venir à notre manif. Donc, tout le monde s'est dit, non, mais le gouvernement est en train de prendre prétexte de cette affaire de COVID-19 pour empêcher à la société civile de manifester. Parce qu'il ne faut pas oublier, quelques jours avant, un de nos camarades, le jeune Kaka que vous connaissez, n'est-ce pas, a lancé une sorte d'alerte parce qu'il y avait un officier italien qui s'est rendu dans un hôpital. Les gens pensaient que voilà, il y a eu ce cas-là. Lui, il a été arrêté pour avoir dit, qu'il y a un cas suspect, qu'un premier cas suspect. Il n'a pas dit un cas avéré, mais un cas suspect. Il a été arrêté parce que le gouvernement ne voulait pas qu'on parle de Covid déjà. Et donc, après, il y a quelqu'un d'autre qui a parlé, c'est un vétérinaire qui a donné son avis sur ça. Lui aussi, il a été arrêté. Donc, c'est après on sort cette décision. Donc, tout le monde doit faire le lien avec la société civile qui veut manifester partout dans le pays pour dénoncer la mauvaise gestion, la corruption, notamment le scandale, le détournement de fonds destinés à la défense qui a eu tout ça. Donc, les gens ont fait vite ce lien-là. Les gens se sont dit, bon, ben, c'est un prétexte. Mais écoute, juste une anecdote. Quelques jours avant notre manif, c'est un ami policier qui me dit, dans un échange comme ça, qui me dit, ah Moussa, tiens, votre manif, je ne pense pas qu'elle va avoir lieu. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, non, je pense que les gens vont invoquer cette pandémie de coronavirus pour empêcher. J'ai dit, non, mais mon ami, c'est toi qui veux donner, peut-être c'est toi qui vas leur donner cette idée. Mais j'ai dit, je ne vois pas de lien avec ça. Et c'est bien ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais après, il m'a dit, non, c'est juste une analyse qu'il fait comme ça du contexte. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'annonce de cette épidémie-là, ça a été quelque chose, une sorte de ressources politiques. Des ressources politiques, stratégiques pour certains régimes qui sont en difficulté. De dire, ah, ben tiens, c'est une sorte de bouée de sauvetage. On va utiliser ça pour faire taire tous les gens qu'on veut faire taire. Et c'est un peu ça qui est dommage. Dis-moi, le choix de ne pas avoir fait de confinement, bon, on peut le comprendre quand on connaît la vie africaine. Le confinement, c'est
pratiquement impossible. Donc, on a préféré un état d'urgence, qui est encore pire d'ailleurs qu'un confinement, tout compte fait, puisqu'on voit comment les dérives peuvent arriver. Mais est-ce que ça n'a pas été aussi… cet état d'urgence n'a pas été plutôt préféré pour empêcher tous ceux qui vivent du travail informel d'envahir les rues pour réclamer pour réclamer de la nourriture, d'autant que avait été mis en place de novembre 2019 à mars 2020 un plan d'urgence pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Est-ce qu'il n'y a pas… du coup, on peut se poser la question, est-ce que durant cette période de coronavirus, est-ce que ce plan d'urgence a été prolongé jusqu'à aujourd'hui et comment les distributions ont-elles pu être assurées? Bon, d'abord, le plan d'urgence, bon, c'est courant. En fait, pratiquement chaque année, vous avez un plan, comment on appelle, un plan de soutien. On l'appelle plan de soutien que le gouvernement fait parce que de façon récurrente, chaque année, on a au moins 1,5 million à 2 millions de personnes qui sont confrontées à l'insécurité alimentaire. Ça, c'est systématique. Chaque année, au moins 1,5 million ou 2 millions de personnes sont confrontées à la quel que soit l'état de la saison. Et donc, le gouvernement fait ce plan pour venir en aide. Évidemment, cette aide n'a jamais été une aide importante. Et puis, au lieu de faire une aide humanitaire, c'est-à-dire que réagir à la crise, on devrait prendre des mesures pour que la crise ne se revienne pas. C'est-à-dire que cette insécurité alimentaire, on devrait l'attaquer à la base. Ce n'est pas ce que le gouvernement fait. Bien entendu, quand il y a eu cette affaire-là, ils ont dit qu'effectivement, ça va affecter davantage les gens, puisque les mesures qu'on prend, ce sont des mesures qui vont avoir des conséquences sur les moyens d'existence des personnes. Les activités vont être ralenties, etc. Et surtout des activités du secteur informel. Et je pense que le gouvernement lui-même est conscient de ça. Et c'est pour ça qu'il n'a pas opté pour une politique de confinement total, comme c'est le cas en Europe, donc, où tout est arrêté, tout le monde reste à la maison, etc. Parce que ça, c'est impossible. Si un gouvernement l'avait tenté dans la région, je pense qu'il serait balayé, c'est sûr, par la rue. Et donc, pour des raisons même de leur propre survie, aucun des gouvernements de la région n'a pris la décision de faire un confinement comme on l'a fait ailleurs, fermer tous les magasins, les marchés, etc. Donc, ils ont fermé ce qu'ils peuvent fermer sans que ça suscite des critiques. Donc, les lieux de culte, ça aussi, ça a été négocié avec des chefs religieux, mais ils n'ont pas touché au marché parce que le marché, c'est là, les gens, ils vont chaque matin pour acheter, pour chercher quelque chose, donc ils n'ont pas fermé. Donc, l'état d'urgence, évidemment, ça permet de nous contrôler, nous autres. Voilà. Nous, on peut nous empêcher d'être là, de faire des choses. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que si tu arrives à brider la société civile, des organisations légalement reconnues, constituées, etc., mais tu n'empêches pas l'initiative des citoyens qui ne sont pas forcément organisés. Et on a vu des manifestations spontanées se faire, et ces manifestations ont une ampleur plus grande que les manifestations auxquelles ont appelé des organisations légalement constituées. Et donc, finalement, ils se sont rendus compte que peut-être vaut mieux avoir des manifestations dont on connaît les organisateurs et qu'on peut arrêter à tout moment, qu'on peut libérer à tout moment, plutôt que de laisser le terrain et donc des gens peuvent faire des trucs spontanés. C'est ce qui est en train de se passer au Mali. C'est ce qui se passe ici. Oui. Et donc, c'est intenable. Et je pense, comme l'a souligné un rapport attribué au Quai d'Orsay, etc. Bon, en fait, un rapport fait par des chercheurs pour les comptes du Quai d'Orsay. Évidemment, beaucoup de régimes sont menacés aujourd'hui. Ils sont menacés parce que, à l'occasion de ça, ils ont montré qu'ils sont en train de suivre un certain agenda que les gens ne comprennent pas. Ils n'ont pas développé une capacité de réponse aux problèmes, n'est-ce pas? Ils ne peuvent presque rien faire. Et ils disent peut-être des choses qui ont sens, mais les gens ne veulent pas écouter. Et à la limite, un pan de la société ne croit même pas. Pourquoi? Parce que les gens se disent que ces gens-là ne se sont jamais occupés de notre santé. Ils ne se sont jamais préoccupés de notre sort. Aujourd'hui, ils prennent des mesures, soi-disant pour nous protéger,
Et quelles mesures? Ce sont des mesures qui ont des conséquences concrètes sur notre vie. Et que donc, ils sont dans la logique. Et à la limite, il y a une certaine défiance, y compris à la maladie, y compris à tous les discours. On doute parce que ceux qui portent le message sur la pandémie, ceux qui prennent les mesures, ont perdu leur légitimité, ont perdu tout crédit depuis très longtemps aux yeux de la population. Ils ont déjà montré qu'ils ne se soucient pas. Aujourd'hui, subistement, ils veulent revêtir le costume des gens qui veulent, qui se soucient de leur population. Personne ne le croit et c'est normal. Cette période de pandémie a-t-elle eu des conséquences sur les actions des groupes extrémistes? Non, pas tellement, hein, puisque à mon avis, il y a eu plusieurs attaques qui ont été perpétrées. Donc, voilà, donc, ces groupes-là n'ont pas changé leur agenda, je ne pense pas. D'accord. Okay. Y a pas, ça n'a pas eu beaucoup d'incidence. Les attaques ont continué. D'accord. Début avril, 2 textes émanant d'intellectuels africains ont été publiés. Ça te dit quelque chose? Tu en as eu connaissance. Hein? L'un appelle à la mobilisation des intelligences, des ressources et de la créativité des Africains pour vaincre la pandémie du Covid-19. L'autre, en réponse à ce premier texte dans lequel certaines personnes que nous connaissons ont signé, l'autre, aussi nous connaissons d'autres personnes, déplorant les logiques de profit et de monopolisation du pouvoir, appellent, au-delà du fait de repenser la santé comme un bien essentiel, à revoir les politiques publiques pour la protection des populations. La pandémie peut-elle être un élément suffisamment perturbateur pour que les choix politiques des États s'inscrivant dans le modèle néolibéral financier et militarisé puissent être acceptés, voire même remis en question? Bon, remis en question, en tout cas, ce n'est pas très sûr. Je pense qu'il y aura quelques petites inflexions là, quelques petits changements, mais je pense que la politique fondamentalement ne va pas être abandonnée. En tout cas, je pense que l'épidémie en elle-même ne suffit pas. Il aurait fallu que l'épidémie suscite des réactions dans la société, des mobilisations, etc. Or, l'épidémie telle qu'elle a été présentée, n'est-ce pas, empêche la riposte populaire, qui seule peut amener un changement de politique. C'est-à-dire que on dit aux gens, ah, ne sortez pas, restez chez vous, voilà, c'est dangereux, faites pas de rassemblement, etc. Or, c'est ça, les modalités les plus usitées, en tout cas les plus efficaces pour faire un changement, c'est justement de pouvoir se rassembler, de pouvoir agir, faire des actions pour faire pression sur les autorités. Et donc, la gestion de la pandémie et la façon dont on nous a présenté rend toutes nos méthodes d'action inopérantes. N'est-ce pas? Parce que nos méthodes d'action, c'est quoi? Quand on n'est pas content des politiques menées par nos gouvernements, c'est de faire des manifs. On dit, ah, rassemblement, c'est déjà dangereux. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de faire des grèves. Ce sont maintenant les gouvernements qui ont décrété des grèves dans tous les secteurs. Puisqu'on dit, restez chez vous. Si vous pouvez travailler, vous le faites. Si vous ne faites pas, vous ne pouvez pas venir aussi, ce n'est pas grave. On ne va pas vous faire de coupures sur vos salaires, etc. Et on souhaite même que les gens ne travaillent pas. On a montré ça. Donc, en fait, c'est quelque chose, c'est-à-dire qu'on l'a présenté, vient en fait neutraliser. Donc, à mon avis, ça ne va pas changer. C'est vrai que ça fait le débat. Et même le débat est accaparé aujourd'hui. N'est-ce pas? Le débat est accaparé et le débat est confisqué. La liberté d'expression est confisquée. Quand vous entendez aujourd'hui certains messages qui sont diffusés à travers les médias, etc., on dit, ah, sous prétexte de lutter contre les fausses informations, l'intox, etc. On dit, n'écoutez plus personne, écoutez les gouvernements, écoutez les autorités les plus officielles, etc. Et donc, on cherche à empêcher à ce qu'il y ait débat sur le sujet en disant, il y a des gens
qui connaissent la réalité, la bonne parole, il faut l'écouter, il faut suivre ça. Et donc, les médias, aujourd'hui, n'arrivent pas aussi à faire le travail. Et déjà, ils ne le faisaient pas assez bien. Donc, il n'y a pas de vrai débat. Pendant le jour où moi, j'étais en détention, je m'amusais à regarder donc, toutes les télés, etc. Ce que je n'avais pas le loisir de faire tant que j'étais à la maison libre. Donc, j'ai regardé toutes ces choses-là et je trouvais que c'était très plat. On parle de la maladie. C'était très plat. C'est nul. Tout ce qu'on entend. Ah, la maladie, c'est dangereux, c'est ceci, cela, etc. Machin. Mais il n'y a pas de débat, de vrai débat. Pourquoi un truc comme ça peut devenir aussi menaçant? Comment on est arrivé à ça? Est-ce que ce n'est pas le résultat? Comme l'a dit Brony, j'ai lu un texte qu'il avait publié. Ronnie Broman. Oui, Broman, une de ses interviews dans Le Monde, j'ai trouvé que c'était intéressant. Il parlait que c'est le résultat aussi de tous les systèmes de production qu'on a fait, la manipulation du vivant, etc. C'est réel, n'est-ce pas? Nos systèmes de consommation, etc. Évidemment, mais ce débat n'est pas en train de se faire. On est en train de faire, voilà, il y a tel nombre de cas, il y a ceci, on a découvert de nouvelles formes, on a fait ceci, etc. Et donc, on est en train de créer un peu la psychose, la peur, n'est-ce pas? Et on dit aux gens que, bon, il y a quelque chose qui les menace, qui peut peut-être les anéantir, etc., etc., et que c'est le plus grand danger jamais vu, voilà, etc. Donc, on est en train de les focaliser, de faire peur aux gens, mais on n'est pas en train de laisser, de libérer les esprits, de laisser d'instaurer des vrais débats sur la façon dont on gère, sur les systèmes, quelles réformes il faut faire, quelle doit être notre vie après ça, comment on doit s'organiser, etc. Ça, ce débat n'est même pas en train de se faire. Et donc, puisqu'il n'est pas en train de se faire, ce débat même ne se fait pas, et puisqu'il est presque impossible, entre guillemets, de faire des actions qui peuvent amener les changements, eh bien, je ne pense pas que le changement va se faire comme ça, par une prise de conscience plus ou moins automatique de certains dirigeants. Et d'ailleurs, on voit bien qu'est-ce qui préoccupe les dirigeants. Les dirigeants les plus libéraux, les ultra-libéraux comme Trump, comme Bolsonaro, etc., se préoccupent davantage de la reprise des activités des entreprises plutôt que de la vie des personnes. Et donc, ils sont en train de dire, OK, donc on a les entreprises n'ont qu'à reprendre leur travail, etc., n'ont qu'à faire de l'argent. C'est ça qui importe. Ceux qui n'ont pas le moyen de faire face à la pandémie, bon, ils vont peut-être mourir, mais bon, c'est pas grave. C'est un peu ça. Ils ne le disent pas comme ça, mais on sent que c'est un peu ça leur esprit. Ce qui les préoccupe, c'est davantage les conséquences sur les entreprises. Et quelles entreprises? Probablement les plus grosses, notamment les compagnies aériennes, les grandes chaînes d'hôtellerie, etc. C'est ça qui les préoccupe davantage. N'est-ce pas? Et la même chose dans nos pays, on voit bien que voilà, c'est un peu ça. Donc, est-ce qu'on va changer de truc? C'est pas évident. Et d'ailleurs, on voit déjà toute la bataille qui est en train de se faire sur la question des médicaments. Qui va sortir les médicaments? Qui va sortir le vaccin? Et donc, c'est aussi un enjeu. On voit bien que tout l'enjeu, tous les médicaments et des vaccins, c'est pas qu'est-ce qu'on fait tout de suite pour sauver les gens, mais qui va sortir le petit truc qui va lui rapporter plein d'argent parce qu'on a suffisamment préparé les gens à accepter n'importe quoi. N'importe quoi, c'est même des vaccins carabinés, les gens vont accepter. C'est-à-dire que maintenant, on est en train de dire, on va sortir un vaccin, n'est-ce pas? Et on va le distribuer dans un temps qui n'est pas le temps normal de la production d'un vaccin. Les gens vont accepter. Je me souviens, il y a quelque temps, à un moment, je ne sais pas c'était quelle histoire qu'il y avait en France, on disait, on va faire une vaccination des masses, etc., tout ça. Il y a quand même quelques voix qui se sont élevées pour dire, non, attention, attention. On a acheté des quantités de vaccins qu'on n'a pas utilisés. En fait, qu'est-ce qu'on a réussi? On a réussi à donner de l'argent à des amis. C'est ce qui s'est passé. Donc maintenant, c'est la même chose. Les compagnies vont s'accaparer. C'est comme cette histoire-là, ça paraît un peu anecdotique. L'histoire de Madagascar avec son... Oui, avec Indonésia. Voilà, avec son truc, avec sa tisane, etc. Bon, évidemment, personne ne veut entendre, personne ne veut essayer. Mais ça, qui parle? Ce sont les États qui parlent. Et je pense que si on devait demander à des malades,
On devait proposer à des malades, on dit, bon est-ce que vous avez envie d'essayer ça? On ne sait jamais, il semble que ça a marché dans tel endroit. Des gens qui sont en désarroi, qui sont malades, probablement utiliseraient. Mais ça ne dépend plus d'eux. C'est pas eux, ils ne sont pas consultés. C'est les États qui décident. Et les États se concertent avec qui? Ils se concertent parfois avec, voilà, etc. On dit que, voilà, certains tels remèdes ne marchent pas à des ceci. Bon, voilà, c'est fou. C'est fou ce qui est en train de se passer. Et je ne pense pas que ça peut enfanter vraiment le changement que nous voulons. Parce que aujourd'hui, nous, on est un peu plus ou moins out. Et il faut bien qu'on trouve un moyen de ne pas être out et d'être sur le terrain et d'être les acteurs. Donc, tel que on a créé une situation où finalement, ce sont, comme on dit en Hausa, ce sont les dirigeants qui ont le couteau et la viande. Ils ont le couteau et la viande. Donc, c'est eux qui peuvent couper le morceau comme ils veulent. Et s'ils le coupent, ils le donnent à qui ils veulent. Donc, c'est eux qui décident. Donc, nous, on est un peu out. Toute la question, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire? Quelle idée on va trouver pour que nous ayons l'initiative. Mais tant que nous, on n'a pas l'initiative, c'est-à-dire quand je dis nous, les citoyens, les organisations qui les représentent, si nous, on n'a pas l'initiative, eh bien, le changement là ne se fera pas par une prise de conscience automatique des dirigeants qui vont dire, bon, leur conscience a été tapée. Ils savaient déjà, on n'avait pas besoin de ça pour savoir que les politiques publiques étaient mauvaises. Il y avait bien d'autres indicateurs, bien d'autres éléments. On n'avait pas besoin de cette pandémie pour savoir que le système de santé ne fonctionnait pas et que le fait de ne pas s'intéresser à la santé, c'est quand même quelque chose de grave. On n'avait pas besoin de ça pour savoir que des millions de gens dans certains pays, y compris des pays développés, n'ont pas d'assurance ou de protection. C'est le cas aux États-Unis. On le savait déjà au moment de l'élection de Obama. Donc, toutes les choses que ça révèle, on les savait déjà. Et donc, laisser à eux-mêmes, ces gens-là ne feront rien. Maintenant, moi, je n'ai pas d'idée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais en tout cas, voilà. Oui, mais et d'ailleurs, on voit bien que, comme tu dis, ces gens-là ne veulent pas changer. C'est qu'en définitive, au tout début de cette pandémie, la première proposition devant l'affolement de l'ONU qui disait il faut aider l'Afrique, Guterres a fait une déclaration, si le coronavirus arrive en Afrique, cela va être une hécatombe. Donc, la première grande décision prise par ces gens-là, ça a été de suspendre la dette pour un an lorsque le groupe, le G20 s'est réuni. Et donc, suspension de dette pour les 76 pays les plus pauvres, dont 40 sont en Afrique. Et la deuxième, ça a été une autre proposition qui était de tester les vaccins en Afrique. Donc, voilà, je te mets ces deux exemples, ces deux idées extraordinaires qui disent bien d'ailleurs la place du continent africain dans l'inconscient international. Et je voulais un peu, quand on reçoit ça, qu'on est africain du Niger, suspension de la dette quand on sait que le Niger est un pays extrêmement pauvre, test des vaccins en Afrique, qu'est-ce que ça te dit? Bon, d'abord, suspension des échéances de la dette. Ça ne donne pas grand-chose. Là, nous, ici, il y a, comment dirais-je, un collectif budgétaire qui va être discuté, adopté probablement dans 2 ou 3 jours. On voit bien ce que ça va représenter. Bon, ce n'est pas grand-chose. C'est-à-dire que la suspension, ça n'aura pas beaucoup d'incidence. Ça ne va pas changer grand-chose. Donc, pour moi, ça, c'est une annonce. Il faut aller bien au-delà de ça. Donc, ce n'est pas une question juste de suspendre les paiements et de trouver un mécanisme pour que donc, voilà, certaines institutions comme le FMI, qui, elles ne veulent pas renoncer à la chose, soient remboursées par des fonds, par d'autres mécanismes avec des fonds publics, etc. Ce n'est pas ça la solution. Il faut bien aller au-delà de ça. Et donc, s'il y a quelque chose à faire pour les pays du tiers-monde, c'est de rediscuter de tous nos rapports, que ce soit
les accords commerciaux, les accords sur les questions des dettes, les types de politiques qui sont mises en place, nos rapports avec les institutions. Il y a une remise à plat qu'il faut. Et je pense que les gens ne sont pas prêts à ça. Et donc, on essaye de faire un peu ce petit colmatage-là. Et l'évocation de la situation en Afrique permet aussi de donner un certain visage un peu humain. Voilà, on se montre un peu charitable avec ça, quoi. Voilà. Moi, je pense qu'il n'y a rien de sérieux pour le moment qui est annoncé. Donc, voilà, donc il y a encore quelque chose à faire. Maintenant, tester des vaccins en Afrique, bon, bien sûr. Après, vous savez, quand on découvre ces choses-là, il faut les tester d'abord sur les animaux. Pas? Et les animaux qui représentent les caractéristiques les plus proches de celles de l'humain. Après, il faut tester sur les humains inférieurs. Si ça marche sur eux, on pense que ça marchera sur tout le monde. Et donc, les gens sont logiques. On teste sur les animaux. Après, les animaux qui viennent, c'est les Africains. Après, peut-être qui vient, je ne sais pas, les Asiatiques, ils sont où, mais ils sont certainement un peu plus que nous. Après, on va tester sur les Asiatiques. Et après, on va donner ça aux vrais hommes, aux vrais êtres humains. Ça peut vouloir dire ça. Bon, c'est un peu insultant. Voilà, et c'est grave. J'espère que nos dirigeants vont avoir un minimum de sursaut d'orgueil et de fierté pour ne pas accepter ces choses-là. Voilà, il y a des hommes partout, là où on découvre ces choses-là. C'est fait, c'est destiné à des hommes. Il faut, s'il y a des tests à faire, on peut le faire n'importe où. Je pense qu'on est tous pareils. Les Africains n'ont pas quelque chose de particulier. Bon, sauf si on pense seulement qu'ils sont les plus proches des animaux, quoi, et que donc sur eux, on peut faire des tests parce qu'il n'y a pas de gouvernement qui défend leurs droits et que bon, beaucoup ne connaissent même pas leurs droits, ils ne sont pas très exigeants. Et donc, c'est aussi avec les gens avec lesquels c'est plus facile à négocier. Vous savez, il y a plein de médicaments qui ont été testés en Afrique, des grands scandales comme le scandale de Pfizer au Nigeria, où on a testé certains médicaments, etc. Et d'ailleurs, vous savez, c'est tout ça qui fait que les Africains sont assez méfiants aujourd'hui. Et beaucoup de gens pensent qu'il y a un problème. Dès qu'on dit on veut leur faire quelque chose gratuitement sur le plan sanitaire, ça devient totalement suspect. C'est le cas de la vaccination contre la polio. C'est la seule chose dans le domaine de la santé où on dit que c'est gratuit. Les gens ont dit, ah bon, gratuité pour nous, depuis des années, on ne nous a jamais rien fait gratuitement. Ah, si on donne ça gratuitement, c'est qu'il y a quelque chose. Probablement que c'est mauvais. Donc, c'est ça. Mais on pourrait dire, Moussa, que tout compte fait, cette proposition du membre du G20, c'est uniquement conforter le propre intérêt financier des peuples colonisateurs ou néocoloniaux et de maintenir des peuples entiers sur leurs obligations et leurs exploitations. Bien sûr. Bien sûr, parce qu'il y a quand même des conditionnalités. Oui, il y a des conditionnalités. Voilà. Et les conditionnalités de cette proposition-là, sur la question, je n'ai pas développé, mais en fait, il y a des conditionnalités. Les conditionnalités sont claires. C'est une prise en main des pays par eux, sur le plan de leurs orientations économiques, etc. Absolument. Et donc, en fait, bon, OK, on va dire, bon, vous n'allez pas payer votre dette cette année ni l'année prochaine. On va rééchelonner, c'est une sorte de rééchelonnement en quelque sorte des échéances, etc. On va trouver des mécanismes pour que quelqu'un paye à votre place, mais OK, mais après, on vous tient. On prend le contrôle de l'économie et vous devez suivre un peu nos prescriptions. Donc, ils ne changent rien. En fait, ils disent, OK, on va vous faire quelque chose, mais après, vous devenez des objets entre nos mains, on va décider pour vous. Oui, mais oui, tout à fait. Et tu vois, le contrôle que tu soulignes, le contrôle sur la vie des gens, lorsque l'on veut tester des vaccins, c'est aussi prendre le contrôle sur les corps africains. Oui, évidemment. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, dans la tête de ces gens-là, ce qui les a, l'idéologie qui les a amenés à prôner la mise en esclavage et la traite transatlantique, où les corps des Noirs ont été complètement déshumanisés et désacralisés, au nom du capitalisme, cette perception coloniale des corps noirs est toujours valable et elle est toujours, en définitive, elle est toujours en relation avec la relation coloniale, économique et financière.
Absolument. Et Absolument. ça, Vous c'est avez assez. absolument raison. Je pense que c'est vraiment ça. Hein. Parce qu'il n'y a pas de raison de dire que non, c'est ici on va faire. Oui, bien sûr. Bien Il n'y sûr. a pas Alors de... qu'il y a moins de victimes en Afrique qu'en Europe. Toi, ne serait-ce que pour ça. Pour Voilà. une fois, au moins, ils devraient faire ça là-bas, quoi, et puis épargner aux gens. Et en plus, bon, s'ils veulent des noirs, il y en a d'autres côtés. Bon, seulement, s'ils doivent appliquer sur des noirs dans les pays, évidemment, ça va apparaître trop flagrant. Et donc, on va aller faire sur des noirs, mais ailleurs. Bon, c'est trop grave tout ça. Oui, c'est très grave. Oui, oui. Mais c'est grave et en même temps, je dirais que cette pandémie, elle permet de dévoiler la face cachée de ce capitalisme financier, militarisé et violence. Absolument, on l'a vu, hein, on l'a vu. Je pense que l'élément qui a suscité indignation, le dernier élément là, c'est l'annonce des gens de Sanofi. Ah oui, oui, oui. Quand ils disent, ouais, ok, ben nous, on va sortir notre vaccin, on va donner à ceux qui ont mis l'argent sur la table en priorité. Et puis voilà, donc on va suivre la logique. Et puis donc là, tout le monde s'est dit, ah non, mais c'est très grave, y compris le président Macron, qui crie au scandale, etc. Mais bon, ça a toujours été leur logique, etc. Absolument. Bon. Mais on est en train de franchir, et ça jette déjà le discrédit sur tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre. On voit que c'est vraiment une affaire d'argent et que bon, la vie des gens, au fond, ne compte pas. Et donc, en fait, ils cherchent même le moyen de transformer ça en une opportunité hein, sur le plan économique. Bien sûr que ça va être très difficile, mais en tout cas, ils vont chercher à transformer ça en une sorte d'opportunité. Bon, et quand on voit bien aujourd'hui, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qu'ils veulent sauver, même parmi les secteurs, on voit bien quel secteur est davantage prioritaire. Oui, oui, bien sûr. Comment dès lors, Moussa, penses-tu qu'on devrait introduire une rupture décoloniale ou que les États africains ou même d'ailleurs caribéens, pas seulement, et de l'Amérique latine aussi, pas seulement l'Afrique, hein, comment dès lors introduire une rupture décoloniale avec les anciens pays colonisateurs et se tourner vers les peuples pour construire un après décolonial, souverain, indépendant et panafricaniste? Oui. Bon, d'abord, d'une certaine manière, même si c'est de façon confuse, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Première chose, les gens ont entendu ça. Il y a une certaine défiance, une certaine méfiance qui est là dans la plupart des pays du Sud par rapport à tous les discours, tous les trucs qu'on entend, surtout en Afrique et autres, là, tout ce qu'on entend de l'autre côté. Les gens doutent, les gens hésitent, les gens s'interrogent. Est-ce qu'il faut suivre ça? Ou bien, voilà. Et cette méfiance, n'est-ce pas? Et même cette certaine défiance à certains égards montre que les gens, en fait, sont plus dans l'idée que, en fait, on est... Voilà, donc ils sont quand même un peu... ils se disent que non, il y a une certaine rupture qu'il faut avoir. Donc, de ce point de vue. Maintenant, il y a quelques initiatives. Et des gens sont en train de stigmatiser, de dénoncer un peu, même si c'est de façon, pas sur les réseaux sociaux, etc., par les moyens qui leur ont été laissés. Ils dénoncent la façon dont c'est géré, ils dénoncent le mimétisme et ils estiment qu'il faut quelque chose de différent. Quand on voit l'action, c'est symbolique, on ne l'a pas suffisamment analysé, mais je vois l'action du président malgache. Ce n'est pas rien. C'est une des rares fois où vraiment un chef d'État africain organise une conférence, même si c'est une conférence virtuelle avec d'autres dirigeants, pour présenter son remède, donner des arguments, etc. et aller tenir un discours qui se veut un discours un peu de rupture. Et donc, il y a quand même quelques gestes qui se font. C'est vrai que parfois, ça laisse un peu de choses, mais je pense que ça montre que les gens sentent le besoin, la nécessité d'une certaine rupture, d'une sortie de la voie qu'on nous trace. Et les gens ont envie de dire, faisons les choses différemment, qu'on n'est pas obligé de faire comme les autres. Il est temps qu'on se regarde nous-mêmes, qu'on se retourne vers nous-mêmes et qu'on soit moins aliénés. N'est-ce pas?
moins extravertis, qu'on soit le centre de nous-mêmes. Ça, quand même, il y a un peu cet éveil. Maintenant, bien entendu, il faut l'amplifier et il faut expurger tout ça de tout ce qui, en fait, conduit parfois à des impasses, c'est-à-dire que tout ce qui relève notamment d'une certaine ignorance, etc. Donc, mettre de côté un peu certaines idées un peu saugrenues, même si ça paraît anti-impérialiste ou autre, certaines théories du complot, etc., et transformer ça en une prise de conscience réelle, et qu'il y ait un discours, qu'il y ait quelque chose de plus articulé, voilà, une voie qui va être tracée, des initiatives qui vont être prises pour arriver à ça. Mais déjà, il y a des éléments de prémices, des éléments qu'on peut considérer comme des prémices qui sont assez intéressants pour voir. Maintenant, à nous de travailler tout ça, de donner une orientation plus claire, hein, et voilà, faire ce travail-là. Moi, je pense qu'on est plus ou moins en bon chemin quelque part. Mais on peut aussi facilement dévoyer et gâter tout ça très facilement parce que ce n'est pas encore bien structuré, etc. Donc, il faut quelque chose, un discours, quelque chose de plus pertinent, plus cohérent, qui soit élaboré. Et donc, de ce point de vue, des intellectuels et autres ont un travail colossal à faire, n'est-ce pas, pour contribuer à mieux structurer ce qu'on voit là et qui exprime déjà quelque chose, qui indique déjà une certaine voie. Penses-tu que le panafricanisme, si on le pense avec l'objectif d'unifier l'Afrique, en fait comme Fanon le pensait dans l'enceinte de la révolution algérienne, est-ce que tu penses que ce panafricanisme, avec donc l'objectif d'unifier l'Afrique dans un mouvement décolonial politique, pourrait garantir la souveraineté de l'Afrique et assurer au peuple la satisfaction de leurs besoins fondamentaux? En fait, est-ce que tu penses à l'heure actuelle que le panafricanisme tel que pensé par nos pères et pas par ceux qui le romantisent à l'heure actuelle pourrait être un élément fédérateur autour de ce changement dont tu appelles l'arrivée? Oui, bien sûr, tout à fait. Mais il faut voir, il faut observer la réaction des États. Cette histoire de pandémie, etc., a remis, comment dirais-je, c'est-à-dire que a fait ressurgir les frontières. Oui. C'est cela le fait, que ce soit en Afrique ou partout, a fait ressurgir les frontières. Donc, et toutes les frontières entre les villes et les campagnes, les frontières entre les pays, les frontières entre les régions. C'est ça, quelque part, le confinement, c'est aussi la résurgence de toutes les frontières, la résurgence de toutes les barrières entre les groupes, entre les pays, entre les communautés, entre les personnes. C'est cela que ça révèle. Et c'est ça le danger, quelque part, qui est lié à ça. Là, on a créé une sorte de débandade, alors qu'on était en train de faire du progrès, n'est-ce pas? Mais on a créé une sorte de débandade et on est en train de recréer les frontières. Et des États sont en train de jouer le jeu. Et donc, plusieurs choses que l'Europe considère comme des menaces pour elle. L'Europe, et pas seulement l'Europe, l'Occident de manière générale, considère que c'est une menace. Et ça, face à chaque menace, on fait ressurgir les frontières. À un moment, c'était les migrants, les réfugiés. Qu'est-ce qu'on a fait? On dit, il faut relancer les frontières. Maintenant, c'est la pandémie, on a relancé les trucs. Donc ça interroge. Et c'est à cela que justement, l'initiative du président malgache est une initiative qui dit aux Africains, mettons-nous ensemble pour faire quelque chose. Et que c'est ensemble que nous pouvons faire. C'est ça le sens, d'un point de vue symbolique, l'importance de ce qu'il a fait, même s'il n'est pas, lui, forcément, il ne se présente pas comme un panafricaniste révolutionnaire, etc. Mais d'une certaine manière, ce qu'il propose, ce qu'il a essayé, revient un peu à ça. Ouais. Oui. Donc,
sa conférence virtuelle avec certains chefs d'État africains. Et son idée de prendre son produit, de l'amener un peu partout en disant, bon, ben, je vous donne des petits morceaux, essayez, etc. Et voilà, essayons quelque chose. Ça, c'est l'initiative qui a essayé de mettre les gens ensemble face à un danger qui les menace. C'est l'une des rares initiatives. Bon, il y a eu là une réunion virtuelle des chefs d'État de la CEDEAO, mais la différence de taille entre l'initiative du président malgache, la réunion virtuelle, et la réunion de la CEDEAO, c'est que la réunion de la CEDEAO, c'est pour se mettre à genoux et supplier les autres de nous donner de l'argent. Pardon, aidez-nous, nous les pauvres Africains, on va mourir. Aidez-nous, donnez-nous de l'argent. L'autre, il dit, il y a quelque chose, nous pouvons utiliser, on a inventé quelque chose qui peut être utile pour toute l'humanité. C'est totalement différent. Et donc, ça, ce sont des choses c'est un peu encourageant. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est ce qui me vient en tête. Voilà. Moussa, on n'a plus que 9 minutes. Donc, je vais te poser 2 questions. On va essayer de faire court. Il y a une qui concerne la Chine et l'autre sur les réparations que je voudrais bien te poser. Donc, on va faire. Tu essayes de faire. De condenser. Il y a un nouvel acteur justement dans ce jour d'après qui devrait assurer la souveraineté du continent africain et des peuples africains. Il y a un nouvel acteur émergent de cette crise et qui sera très certainement central le jour d'après, c'est la Chine, dont le rôle suscite de nombreux échanges. Qu'en est-il de la relation actuelle de la Chine à l'Afrique dans le cadre de cette pandémie et plus précisément de la Chine au Niger, puisque celle-ci a fait parvenir le 30 avril dernier au Niger un important chargement médical? Bon, la Chine, sa présence et sa force actuelle représentent une opportunité pour les Africains. C'est-à-dire que voilà, il y a quelqu'un qui essaye de contrebalancer l'hégémonie de la toute-puissance des autres, qui fait une offre qui, sur certains plans, est différente. Et donc, c'est une offre concurrentielle. Et donc, nous pouvons tirer profit de tout ça. C'est une opportunité. Bon, bien sûr. Mais ça peut aussi être une sorte de menace. Il faut savoir ce qu'on veut pour que ça soit réellement une opportunité. Sinon, je pense que la Chine, pour nous, c'est une très bonne chose. Moi, je résume ça. Je vois cette guerre économique, etc., tout ça qui est en train de se mettre en place, une sorte de climat de guerre froide qui est en train de s'instaurer entre la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre. Bon, ben, mais pour nous, la Chine représente une opportunité. Ils se battent peut-être pour nous contrôler, mais chacun fera une offre peut-être concurrentielle, etc. Et c'est à nous de savoir prendre nos positions, de tirer notre épingle du jeu. C'est vraiment, là, la balle est dans notre camp. On voit bien qu'il y a pas mal de gouvernements africains qui essaient. D'autres, ils le font, mais pas en ayant à l'esprit les intérêts des pays, de la région, etc., mais leurs intérêts propres. Et parfois, les Chinois leur donnent aussi ce qu'ils veulent. Voilà. C'est ça. D'accord, merci. Sur ça, merci. Il y a quand même en Afrique un certain nombre de forces qui appellent à une rupture décoloniale pour en finir avec ce paradigme de la domination capitaliste, raciste et impériale. Mais aussi justement ce dont on parlait juste légèrement avant, avec ce panafricanisme idéalisé, romantisé, où l'unique chose, c'est de revenir, par exemple, pour les afro-descendants, c'est de revenir en Afrique, leur terre, etc. Et comment est-ce que ces forces appelant à cette rupture décoloniale doivent-elles soutenir un plan pour des réparations politiques, aussi bien pour tout ce qui touche à la traite négrière, à la mise en esclavage, au colonialisme, en tant que crime de génocide et contre l'humanité? Bon, oui, bon, c'est vrai, on pourrait dire un vieux débat, parce que bon, ça fait quand même quelques années on parle de cette question-là de réparation. Et je pense que s'il y a eu des torts, et je pense qu'il y a eu pas mal de torts, il y a eu des crimes graves, je pense que tout crime, tout tort appelle de réparation. Et évidemment, pour moi, c'est une exigence tout à fait normale de demander
des réparations pour tout ce qui a pu être fait. Maintenant, comment ça va se passer, etc. Moi, je n'ai vraiment rien contre ça. Mais je sais aussi que, ce n'est pas les réparations seulement qui vont nous relever. Oui, un élément. Ce qui va réellement nous relever, c'est ce qui vient avant la réparation, ce que nous pouvons faire en termes de tout le travail de rupture, de prise à main de notre destinée par nous-mêmes. Si on fait ça, qu'il y ait réparation ou pas, on s'en sortira. Et s'il y a réparation, ça tombe aussi dans une calebasse qui n'est pas trouée. Si on n'est pas souverain, on n'est pas libéré, on n'est pas chose, etc., ben en fait, on peut recevoir les réparations, ça tombe dans un panier troué, et donc ça peut retourner là où c'est venu. Non, mais donc, la priorité, c'est ça. Oui. Mais moi, je ne suis pas contre vraiment l'idée de réparation. J'ai pas de problème. Mais les réparations, il faut les penser comme un processus politique de changement de paradigme. Ce n'est pas du tout des réparations monétaires qui viendraient aider. Non, c'est vraiment… C'est bien ce que j'ai dit. Comment? C'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai dit que il faut d'abord qu'on s'assure que le panier dans lequel la réparation va tomber, n'est pas qui a lieu va tomber, est déjà un panier qui n'est pas troué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a tout un travail politique, etc., qui doit précéder ça. Et donc, je suis en train de dire justement qu'il faut commencer par ça d'abord, par se donner une vision, dire voilà ce qu'on veut réaliser, voilà ce qu'on veut faire, mettre toutes les conditions. C'est en ce moment que si nous recevons la réparation, puisque quand les gens parlent de réparation, on voit surtout l'aspect pécunier, etc. etc. Oui, non, c'est un processus. Pour que ça ait un sens, j'ai dit, il faut que certaines conditions soient déjà été d'abord créées. Sinon, aujourd'hui, tu peux prendre, je ne sais pas, des milliards au titre de réparation pour tous les torts que nous avons subis, donner au gouvernement corrompu, au gouvernement assujetti aux intérêts étrangers, tu les remets entre les mains, et ça va retourner là où c'est venu. Non, on n'aura rien fait. Donc, ce n'est pas une affaire d'argent, c'est tout un processus, c'est politique et tout. Et voilà, et de ce point de vue-là, quand on parle, je ne ramène pas ça à une question d'argent, donc seulement quoi. Donc, quand on parle de réparation, c'est aussi dans l'objectif politique de changer le paradigme de la domination et entre autres de changer aussi cette relation à ce qu'on appelle la modernité eurocentrée, à ce qu'est la modernité eurocentrée. C'est ça. Un des éléments centraux, c'est au moins la réhabilitation. C'est notre réhabilitation. Oui, pour la dignité. La réhabilitation de l'homme noir, de l'homme colonisé. Cette réhabilitation passe par la reconnaissance du fait que ce qui a été fait par le passé était injuste, criminel, etc. C'est ça. Ça revient aussi à dire, à enseigner quelque chose de nouveau. Ça veut dire c'est aussi un travail de rééducation pour faire sortir de la tête des gens tous les trucs. C'est ça la vraie réparation. Mais il ne s'agit pas de bourrer les nègres d'argent. Et puis, les gens vont continuer à les regarder comme ils les ont toujours regardés. D'accord. Bon, écoute, on a fini parce qu'il y a moins d'une minute. Donc, on va s'arrêter. Je te remercie. Merci. C'est super. Et puis, je suis ravie de te voir, mon frère. C'est sympa. Ah oui, tout à fait. La technologie, hein. Et puis, je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir se revoir physiquement, mais bientôt, espérons. Oui, bien sûr. Maintenant, c'est nous, on a peur d'aller chez vous. Bon, alors, je viendrai chez vous. Je viendrai chez vous. T'inquiète. Ok, je t'embrasse fort. T'embrasse fort. Ok, merci.